Je vous propose de démarrer sur un sujet qui nous tient à cœur en ce moment, qui est pas vraiment technique, mais qui pose la question du devenir de ce que seront demain les développeurs dans les entreprises. C'est une question cruciale parce que je ne suis pas certain que dans les entreprises, on se soit rendu compte de l'emprise devenue énorme des outils de génération. En l'espace de, allez, 3 ou 4 ans, ils se sont installés donc dans le paysage technique, plutôt au départ dans le monde, on va dire, de la génération d'images et choses comme ça, mais maintenant, de plus en plus pour le codage. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on avait des outils auparavant qui nous permettaient d'être un peu plus pertinents dans notre approche de la programmation. Sauf que maintenant, on a priori, ce n'est pas mon point de vue, a priori, on n'aurait plus besoin d'être compétent techniquement et de savoir ce que c'est qu'une ligne de programme. C'est ce qu'on appelle le vibe coding, c'est-à-dire la programmation, les mains dans les poches, la programmation dans l'ambiance, j'y reviendrai donc dans quelques instants. C'est un sujet qui est très polémique et ça va très vite parce que on parle de vibe coding que depuis un an. Celui qui a été à l'origine de ce concept qui s'appelle Kersati, quelqu'un donc qui travaille, qui était l'un des fondateurs d'OpenAI, de Sam Altman, eh bien, ça fait un an. Or, déjà aujourd'hui, vous retrouvez d'abord plein de produits qui font du vibe coding, hein, et puis toute une population qui se dit, mais voilà, c'est la solution, j'ai plus besoin de programmer, et surtout, ce que se disent les utilisateurs, je n'ai plus besoin d'être dépendant de ces gens du TI qui me narguent depuis des années, maintenant je n'ai plus besoin. Voilà. Eh bien, je pense qu'il y a très loin de la coupe aux lèvres, car on se fait des idées et des illusions, à mon avis, énormes, car je vais essayer en tout cas d'argumenter donc pour ça. Bien, alors je vous propose donc de rentrer dans le détail de cette affaire. Alors, bon, donc programmation, les mains dans les poches, parce qu'il fallait bien traduire vibe coding par quelque chose. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit la meilleure solution. Alors je vous signale que nous sommes aujourd'hui au numéro 128 donc de nos webinars. Alors comme vous le savez, 128 c'est 2 puissance 7, c'est-à-dire que je tiens encore dans 7 bits, mais au prochain webinar, là, il m'en faudra 8. Hein. Donc 128, et ça sera donc bientôt, la semaine prochaine, donc le 129e. Alors, je ne vais pas donner le détail donc du sommaire que vous voyez donc maintenant, mais je voudrais simplement attirer votre attention sur un chiffre qui est celui donné par Roots Analysis, qui est donc une société d'observation qui dit que le marché du vibe coding va passer cette année, disons l'année dernière en 2025, à 3 milliards de dollars, va passer à 325 milliards de dollars donc en 2040 avec une progression, ce qu'on appelle le CAGR, de 37%. C'est colossal. Je pense que c'est beaucoup trop optimiste. Et il faut être très prudent dans cette affaire et surtout ne pas s'imaginer que demain on va raser gratis et que tout sera merveilleux dans le plus beau donc des mondes. Ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il y a une espèce de doxa qui aujourd'hui se répand, qui fait qu'on n'a plus besoin d'avoir de compétences techniques. Moi, je crois, d'ailleurs, ça sera ma conclusion, je la donne tout de suite. Quand on va faire un travail de programmation, de codage, à partir d'un prompt, c'est ça le vibe coding, par un algorithme, il faut être encore beaucoup plus compétent qu'on ne l'était auparavant. Et ne pas croire que, après tout, le code, on s'en moque, de toute façon, j'y comprends rien. Non, c'est pas ça. Il faut être encore plus compétent. Ça veut dire que les ressources humaines doivent se poser la question de savoir ce que sera véritablement dans leur entreprise le profil des développeurs, s'il y en a encore. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut le faire tout de suite, parce qu'autrement, on va être dépassé par les événements et par
on va dire, les discours triomphalistes de fournisseurs qui, à mon avis, sont un tout petit peu en dehors donc, de la plaque. Donc, vous voyez des prévisions qui sont extrêmement optimistes. Alors, je vais faire quelques rappels parce qu'on ne peut pas parler ça comme ça ex abrupto donc de cette technologie donc de vibe coding sans sans la replacer dans son contexte. Alors, je rappelle simplement des choses que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de montrer déjà. C'est qu'autrefois, on programmait, on écrivait un code source, donc on faisait de la programmation classique. Je crois d'ailleurs, vous savez, chers amis, pour en avoir fait partie moi-même, que on a eu beaucoup d'arrogance et qu'on a été un peu les rois du monde dans l'entreprise. On se disait, moi je sais programmer les machines, les autres comprennent rien et les autres ont besoin de moi. Et on s'est imaginé dans notre cerveau que nous étions, un, devenus indispensables et deux, que nous étions brillants. Alors, ça, indispensable, c'est vrai, pendant une période donnée, ça serait un peu moins le cas donc maintenant, mais brillant, ça, je ne suis pas convaincu du tout. J'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais donc je le rappellerai dans quelques instants. La programmation traditionnelle. On verra donc la programmation, de quoi il s'agit, donc la programmation les mains dans les poches. On verra que on passe cette fois-ci par un prompt, c'est-à-dire une phrase que l'on exprime dans notre langue, hein, en anglais, en français, en tout ce que vous voudrez. Et donc le système va vous générer donc une application à partir donc de ce qu'il aura déterminé dans ce prompt. Bien, il y a depuis quelques années déjà de l'assistance par l'intelligence artificielle de la codification, de la programmation, sauf que on ne passe pas par des prompts. Hein, on passe par des techniques, ça consiste par exemple à mettre des commentaires, on met l'équivalent du prompt, mais cette fois-ci dans un commentaire, et l'outil a une sorte de compilation, va aller regarder donc ce qu'on lui demande dans le commentaire, et il va donc le faire et le générer, je vais le montrer. Mais ça, on le fait déjà depuis quelques années. Et c'est vrai que ça rend, c'est vrai, des services. Hein, quand il s'agit d'aller vite, on n'a pas beaucoup de temps. Bon, ça c'est vrai. Mais entre ça et développer une application complète, complexe également. Alors là, c'est une autre paire de manches. Et donc, j'y reviendrai. Et puis, il y a une quatrième forme de programmation que moi, j'ai toujours recommandé, mais mes programmeurs ne m'ont jamais suivi, c'est qu'il faudrait plutôt réfléchir d'abord hein, et passer par de la modélisation. On a des tas d'outils maintenant, il y en a des nouveaux qui sont absolument magnifiques, qui nous permettent d'imaginer les applications, vous voyez, en positionnant donc les données, les traitements, les dépendances, etc. On réfléchit sans avoir besoin nécessairement donc d'écrire du code. Alors ça ne marche pas. Et d'ailleurs, c'est très caractéristique de notre profession des développeurs, c'est que nous, les programmeurs, on a un peu tendance à vouloir aller tout de suite au bout. Hein, on a à peine commencé à traiter le problème, on n'a même pas compris ce que nous a dit d'ailleurs notre utilisateur, que déjà, on voudrait programmer. On est rassuré. On est à l'aise, on est tranquille dans la programmation, qui devient, pour beaucoup d'entre nous, qui devient un jeu technique. De là à dire que nous sommes devenus des scientifiques, ça, je ne suis pas du tout convaincu. Donc malheureusement, on va dire les techniques de modélisation qui permettraient normalement de générer donc du code, on sait le faire, ça. Eh bien, on s'en sert pas. On s'en sert pas parce qu'on ne veut pas réfléchir, on préfère coder parce que taper if, then, etc. Ça, par contre, ça marche bien et on sait positionner le point-virgule ou à la fin de la ligne comme on nous le demande. Bon, enfin, bien. Donc, il faut bien resituer donc le vibe coding, c'est-à-dire la programmation à partir d'une phrase qui va être analysée par un outil dit de NLP. NLP, donc, est un système de reconnaissance du langage naturel en français. Des outils qui sont absolument fabuleux. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils sont très brillants, ceux-là. Ils vous décortiquent votre phrase et finalement, ils vous sortent des choses quand même qui sont, si le périmètre est limité, quand même assez bluffantes. Et ça me rappelle évidemment la génération des images. Hein, la génération, quand on voit ce que fait un outil tel que Nano Banana maintenant ou d'autres, hein, à partir de 3 lignes,
il vous génère une image absolument extraordinaire et il ne se trompe pas, il n'intervertit pas les visages d'Elon Musk avec celui de Trump. Hein. Non, il ne se trompe pas. Et donc là, c'est un peu pareil. Les outils donc NLP d'analyse du code, pas du code, du prompt, de la phrase exprimée en langage naturel sont absolument donc prodigieux. Bon. Donc, vous voyez, on resitue donc les choses donc, dans leur contexte. Parlons donc de programmation, les mains dans les poches. Alors, je vais encore, ça, j'ai eu récemment d'ailleurs quelques remarques acerbes venant de mes amis programmeurs. Hein. Encore une fois, je fais partie de la famille, donc je ne suis pas du tout choqué par ça. Hein. Moi, je milite sur le fait que nous ne pratiquons pas une science, encore une fois. Or, malheureusement, l'arrogance et puis, on va dire, le comportement un petit peu starisé de certains développeurs fait que on a un peu tendance à penser que nous avons la grosse tête et qu'on se prend pour des scientifiques. C'est un sujet vraiment, alors j'ai eu l'occasion d'en parler de ça, je me permets simplement donc de rappeler quelques points essentiels. Hein. Il ne faut pas confondre conception d'une application et codage. Alors vous me direz, avec le vibe coding, on peut demander à un outil de tout imaginer, hein, et y compris l'architecture de l'application. Et d'ailleurs, simplement en tant qu'assistant, qu'est-ce que tu ferais si tu devais faire ça? Vous voyez, mais il ne faut pas confondre, alors là, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, pardon. Il ne faut pas confondre conception des applications et codage. Et autant on peut imaginer que toutes les techniques, on va dire, d'aide à la programmation aujourd'hui, telles que Copilot par exemple, pourront effectivement réduire, on va dire, la masse donc des programmeurs professionnels, autant sur le plan de la conception, je pense que c'est pas vrai du tout. La fonction de conception étant même une fonction qui appelle, on va dire, des capacités cognitives qui ne sont pas encore, à mon avis, en tout cas, à la portée d'un algorithme, fut-il très brillant. Je pense qu'on est trop bluffé par des petites choses. On fait un essai, on n'a jamais vu un outil, on n'a jamais vu ces outils-là, on fait un essai et il vous génère donc un petit module Python de 10 lignes. Et vous dites, c'est formidable. Oui, sauf que générer 10 lignes de programmation dans un petit module Python, c'est pas la même chose que de générer une application qui fait 25 000 ou 30 000 lignes avec des modules très compliqués, des bases de données, etc., etc. C'est pas la même chose. Et il faut donc pas se tromper quand même. Bon. Alors, moi je pense qu'il faut ramener donc le codage donc à sa juste valeur. Contrairement à ce que j'ai trop souvent constaté chez mes amis développeurs, c'est que c'était plutôt un objectif, alors que ce n'est qu'un moyen. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est qu'un moyen. Et encore, je pense que c'est un moyen qui est relativement simple. Or, ça fait 40 ans qu'on ne se comprend pas avec les utilisateurs. On est arrogant. Vous voyez, donc on les traite d'une manière un peu narquoise, parce qu'ils ne comprennent pas la différence qu'il y a entre un octet et 16 bits. Enfin bon, non, c'est pas vrai du tout. Alors, ce qu'on a appelé le low code ou le no code. Le no code est relativement proche d'ailleurs au prompt près de ce que nous faisons donc maintenant. Alors, ça s'inscrit évidemment dans ce contexte, hein, les utilisateurs ayant le besoin, on va dire, de se libérer du joug donc des informaticiens qui n'ont pas toujours été, on va dire, compréhensifs comme ils auraient dû l'être. Hein. Alors, c'est vrai que la compilation, comme si vous écrivez un compilateur, bon, ça c'est une science. C'est une science qui peut faire appel à beaucoup de domaines, hein, et c'est compliqué à faire. Ça, oui. Ça, on peut dire que c'est effectivement une science. Maintenant, mettre le point-virgule en Java donc au bon endroit, il n'y a rien à comprendre. On nous dit de mettre le point-virgule là. Là, on met le point-virgule. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intelligent là-dedans? À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Alors vous allez me dire, oui, mais avec toutes les API, les frameworks autour, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, mais ce n'est pas une science. Il faut l'apprendre,
Et à bout d'un moment, ben, vous savez, et puis vous appliquez. Voilà. Alors que faire un compilateur, là, c'est une autre paire de manches. Hein. Bon, alors, je pense qu'il est beaucoup plus facile de se spécialiser donc, dans un langage qui finalement nous rassure après, hein, que d'essayer de prendre du recul comme on essaye de le faire donc maintenant avec Vibe Coding. Bon, alors, je crois que la vraie compétence, elle est en train quand même de se déplacer. Avant, elle était chez les développeurs, hein, chez les informaticiens donc du TI. Maintenant, elle de plus en plus vers les utilisateurs, mais aussi les gros prestataires. Les gros prestataires tels que Meta, tels qu'IBM, Google, etc., euh, qui sont devenus maintenant un petit peu nos anges gardiens. Et c'est vrai que faire du vibe coding avec des prestations qui se trouvent sur le cloud, avec des applications qui sont éventuellement hébergées dans le cloud, quand je dis éventuellement, c'est le plus souvent le cas, on est quand même très dépendant hein, dans ce domaine-là. Bon. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, je suis un grand fanatique des méthodes agiles telles que Scrum. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais bon, très bien, ça fait partie de la démocratie. Hein. Il y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Avec Scrum, on fait vraiment la distinction entre ce qu'on appelle les PO, les Product Owners, c'est-à-dire les gens qui sont des utilisateurs, qui pensent aux applications et surtout aux besoins qu'ils peuvent exprimer, avec la partie technique. Hein, ce sont les PO qui dirigent finalement donc les projets. Et je trouve que c'est une bonne chose, à condition bien sûr que le PO joue le jeu. Bon, très bien. Conclusion de ce point, donc la programmation qui n'est pas une science, je pense que les équipes de développement doivent comprendre aujourd'hui, d'abord elles doivent se remettre en cause. Sinon, ça va mal se passer. Hein. Et donc, elles doivent comprendre que ce centre de développement, en tout cas, c'est un centre de coût. Ça coûte de l'argent. Et sur le long terme, vous avez beau poser le problème et le regarder comme vous voulez, je suis à peu près certain que ça ne se justifie pas. Alors c'est choquant, c'est agaçant, c'est énervant, mais c'est comme ça. Hein. Donc il faut donc s'habituer à cette évolution. Alors, moi je pense donc que cette fonction codage, à terme, finira par disparaître, hein, donc elle ne se justifie pas au point de vue financier comme je viens de l'indiquer, hein, et je pense que on s'y est mal pris depuis des années. On a confié finalement au codage et à la programmation des tâches qui n'étaient pas, à mon avis, donc de leur ressort. On prendra dans le futur, et ça les ressources humaines doivent bien comprendre, on prendra de plus en plus de hauteur par rapport aux problèmes qui sont posés. Vous voyez? Et on finira un jour ou l'autre par s'exprimer par des langages de modélisation. Et ça ne sera pas forcément UML, hein, qui effectivement est un peu compliqué. Mais il y en a d'autres qui sont plus simples et qui sont mieux conçus. Vous voyez? La course aux performances, qui est un petit peu le cheval de bataille des développeurs. Enfin, ils étaient tout contents parce qu'on avait gagné 1,2 microsecondes sur une application qui dure 2 heures. Hein. Mais ça va devenir secondaire parce que les ressources déjà, on ne saura pas très bien où elles sont, hein, chez nous, dans le cloud. Hein. Elles deviennent énormes, elles deviennent pléthoriques. Et finalement, bon, si il faut plus de mémoire, ben, on mettra plus de mémoire. Hein, plus de disques, on mettra plus de disques. C'est pas comme autrefois. Autrefois, on était des petits joueurs. On avait des espaces qui étaient réduits, donc il fallait faire des économies. Et c'était ça, on était content. Ah, j'ai gagné 1,2 microsecondes, où mon programme ne fait plus 1,8 kilooctets, mais 1,780. Vous voyez, c'était ça. Bon, alors évidemment, ça a beaucoup changé. Donc l'écriture des programmes, à mon avis, à terme, elle sera donc remplacée par l'apprentissage d'un algorithme. Alors là, vous avez des algorithmes d'assistance qui existent déjà, et puis vous avez maintenant le vibe coding, qui lui va tout faire, mais cette fois-ci à partir donc d'un prompt. D'après un dénommé Domke, donc, eh bien, les algorithmes de génération tout confondu, hein, vont produire à peu près 80% donc, du code avant 5 ans. Alors si ce message-là ne passe pas chez les ressources humaines, il y a un vrai problème. Hein. Il faut changer les ressources humaines là. Parce que c'est quand même très grave. La technologie évolue, il faut donc qu'elle se prépare en termes de recrutement, mais surtout en termes de formation et de recasement des gens. Parce que quand vous avez un développeur qui a travaillé pendant 30 ans, qui a fait vraiment du codage pendant 30 ans, lui dire du jour au lendemain, tu vas faire de l'UML, tu ne seras plus dans le même contexte, il ne va pas aimer.
Et donc, il faut être compréhensif et à l'écoute également donc, de ces gens-là. Alors, j'ai essayé, vous le verrez à la fin, j'ai essayé de faire un petit peu une sorte de chronologie dans le temps en imaginant les types de développement que nous pourrions faire aujourd'hui avec Vibe Coding et puis les autres techniques par rapport au futur. Et on va voir comment tout ça, ça va évoluer. Moi, je pense que de toute façon, ça ira beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Ça, c'est une habitude qui est évidente. Hein. La génération sera de plus en plus, ça sera de plus en plus le cas, au moins pour nous donner des idées. Et je vous ai déjà montré ce schéma qui est ici. Autrefois, les locomotives à vapeur arrivaient dans les gares et on remettait de l'eau dans les réservoirs. Hein, c'est donc, maintenant, il n'y en a plus. Hein. Et, bon, les gens, donc, la fonction donc, des gens a été donc modifiée. Alors, juste un mot au passage sur des techniques qui n'ont pas marché et qui, au fond, préfigurent un petit peu ce que l'on est en train de vivre maintenant avec Vibe Coding. Le fameux pseudocode, alors on ne dit pas trop, hein, je vais pas regarder trop en détail donc cette page, le pseudocode c'était un moyen qui était donné à des utilisateurs de s'exprimer normalement, entre guillemets, sans avoir à programmer. L'idée n'était pas idiote. Au fond, c'était déjà ça, une sorte de prompt dans l'idée, tout au moins dans l'idée de départ. Sauf que très rapidement, les outils donc, qui ont été mis à notre disposition eh bien, ressemblaient énormément donc, à des langages de programmation. Donc finalement, écrire avec mettons, en algo un begin-end ou mettre un début-fin, à part la traduction en français, je ne vois pas trop ce que ça a apporté hein, en termes de facilité d'usage et de libération donc de l'utilisateur. Donc je pense que bon, ça n'a pas marché, mais je crois que ça sera différent avec le vibe coding, parce que vibe coding, vraiment, on s'exprime de manière naturelle. On n'est pas contraint par ce qu'on appelle un LDA avec la génération, donc avec le pseudocode, hein, qui sont des langages de description d'algorithmes, mais qui sont aussi compliqués à comprendre que finalement un langage de programmation. Pas tout à fait, mais pas loin. Hein. Alors qu'avec vibe coding, je fais un prompt, ou je dis un prompt. On y reviendra là-dessus. Et là, par contre, avec les systèmes de NLP, donc de reconnaissance, donc de la syntaxe des phrases, là, j'obtiens quelque chose d'étonnant et je ne suis plus tenu à une syntaxe qui, pour un LDA, finalement, est la même que enfin, aussi contraignante en tout cas que pour un langage de programmation. Donc, fausse bonne idée, mais il faut quand même avoir ça un tout petit peu donc, en arrière-plan. Et puis, on a déjà eu également un grand nombre de fonctions donc, de génération. Il y en a eu. La génération de petites choses. Hein, on s'exprimait avec des pseudocodes ou non, avec du low-code, hein, même avec des moteurs de règles. Donc, c'est pas des choses qui sont nouvelles, ou les transpilers qui font une compilation de code source à code source. Au fond, c'est une façon de traduire quelque chose qui est un peu, vous voyez, qui est moins compliqué, disons, quelque chose qui le sera un peu plus. Bon, ça existe tout ça. Voilà, j'ai mis quelques exemples ici. On est capable de générer effectivement ce genre de truc. Mais écoutez, honnêtement, si on a à l'écrire à la main, je veux dire, on ne va pas attraper la courbature de l'index pour autant. Hein, je pense que c'est quand même pas excessivement compliqué, parce qu'on se fait toujours avoir par la simplicité des outils pour des petites choses. Mais dès qu'on passe sur quelque chose d'un peu plus compliqué, alors là, c'est une catastrophe. Enfin, pas toujours, mais bien souvent. Alors, c'est quoi finalement donc vibe coding? Vibe coding, c'est alors le terme est un peu bizarre parce que les vibes, c'est de l'argot en fait, c'est de l'argot donc en anglais hein, qu'on attribue à des adolescents britanniques. Ça voudrait dire ambiance, sensation, ressenti. Vous voyez donc des concepts qui sont relativement loin finalement du codage. Hein. Mais bon, moi je traduis ça par programmation les mains dans les poches. Ou ici en buvant donc un cocktail. Alors je vous l'ai dit. Ça existe depuis février 2025. Ouais, donc c'est vraiment très récent. Hein, c'est un dénommé Andrej Karpathy, donc cofondateur d'OpenAI, qui est à l'origine de ça, et qui a donc présenté ce concept. Alors lui, il a dit, c'est de la programmation en sifflotant, sans comprendre.
sans comprendre. Ce qui nous ramène à quelques concepts que l'on trouve dans les méthodes agiles telles que Scrum, puisqu'on nous dit de démarrer une application sans éventuellement sans comprendre la finalité. Oui, donc, moi j'y crois pas, mais bon, c'est ce qui est présenté en tout cas. Voilà. Le principe du vibe coding, donc je vais écrire un prompt, c'est-à-dire une phrase, quelque chose, je vais lui demander, tu vas me faire ça. Alors on peut le faire généralement d'une manière textuelle ou orale, mais je vous assure, il ne faut pas utiliser les techniques orales. Bon, bien sûr, ça paraît amusant de lui parler. Allez, fais-moi un programme qui me calcule qui me fait la factorisation de 1542. Bon, oui, très bien. Mais je vous montrerai tout à l'heure que c'est pas une bonne solution pour plein de raisons. Donc, il vaut mieux écrire donc les choses. Alors, on émet un prompt qui va indiquer le comment de ce qu'on veut faire. Tu me fais, tu vois toujours, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, tu me fais un programme qui fait ceci et cela. Mais vous ne cherchez pas à respecter la syntaxe d'un langage LDA comme avec ce qu'on évoquait donc il y a quelques instants. Vous voyez, donc on s'exprime naturellement. C'est exactement pareil que pour une image. Pour une image, on ne vous dit pas de mettre le complément de l'objet direct au bon endroit. Non. On vous dit, bah, exprimez-vous. Et puis, si l'outil de génération d'images, bah, finalement, se prend un peu les pieds dans le tapis, bah, on régénère on réécrit le prompt, on le modifie, on le simplifie, etc. Bon, c'est ça. C'est exactement donc la même idée. Bon, je vous ai dit, ça se positionne donc à côté d'autres techniques, et plus particulièrement, moi, je suis très attaché à la réflexion par des langages de modélisation, des langages de réflexion. Alors vous me direz, ça fait 30 ans que j'essaye de l'imposer, j'ai jamais réussi. Alors, je peux quand même pas taper dessus, d'abord parce qu'ils sont souvent plus grands et plus costauds que moi. Donc voilà, je peux pas. Mais ça ne le prend pas. Et c'est dommage parce que, à mon avis, on passe à côté de quelque chose qui me paraît pourtant donc essentiel. Bon. Alors, il se démarque totalement des aspects techniques. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Le vibe coding, c'est vrai, normalement, je suis pas obligé de faire la différence entre .NET 10 par rapport à la nouvelle version qui arrive maintenant, .NET 11, non. On ne me demande pas ça. On me demande simplement d'exprimer ce dont j'ai besoin. Ouais, d'une façon presque littéraire, vous voyez. Et donc, la clé du succès, ça va être le prompt. Or, écrire un prompt, ce n'est pas évident. C'est pas tellement que l'on n'écrit pas en français ou en anglais correctement, mais qu'on n'a peut-être pas suffisamment bien présenté les choses. J'allais dire, on ne s'est pas mis suffisamment à la place de l'algorithme pour écrire quelque chose de bien. Car c'est ça qu'il faut faire. Il faut essayer d'imaginer donc une phrase qui va décrire ce que va faire l'algorithme, mais je me mets à sa place en me disant, il est tellement stupide qu'il faut tout lui dire. Voyez. Et ça, il faut toujours l'avoir en tête, et ne jamais donc l'oublier. Et comme je vous l'ai dit, ne confondons pas ceci donc avec le no-code, mais qui est une autre forme finalement de codage sans programmation et qui répond encore une fois aux mêmes besoins, à savoir donc me débarrasser des gens de l'informatique. Bon, très bien. Alors, quelle est la mécanique? Quelle est la mécanique du vibe coding? Alors, globalement, il y a plusieurs façons de voir le problème. La première, c'est on peut décomposer les techniques donc de vibe coding en deux. Celles qui s'intéressent au code qui va être produit et celles qui ne s'intéressent pas au code. Les premières techniques, eh bien, ça consistera donc à écrire une application, mais je veux voir le code, ne serait-ce pour éventuellement pour l'amender et le corriger. Très bien, je le corrige, je l'amende. Alors que dans le deuxième cas, j'ai besoin d'une fonction métier. Je lui demande, génère-moi une application. Et je me moque mais alors, royalement de savoir comment il a fait le code. D'ailleurs, il y a des outils aujourd'hui qui ne le montrent même pas. Donc, c'est bien ça. Après tout, l'utilisateur n'est pas nécessairement un fan du codage en Java.
D'accord? Et donc, lui demander de s'intéresser au code, à mon avis, c'est reculer. Là, on est vraiment dans deux choses différentes. Il y a une dichotomie qui est très claire. Il y a ceux qui s'intéressent au code avec des outils qui nous aident et qui peuvent éventuellement nous remplacer. Et puis, il y a ceux qui veulent développer des applications, mais le code, ça ne m'intéresse pas. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, hein. Bon, alors le périmètre, on va dire, de l'application est fondamental. Parce que je vous le disais dès le départ, toutes les démonstrations que vous pouvez voir ou les premiers essais que vous faites, hein, généralement d'ailleurs avec des outils qui sont gratuits, mais si vous voulez faire quelque chose de sérieux, vous devez très rapidement monter donc à des applications, à des systèmes qui sont payants. C'est vrai qu'au début, c'est bluffant. Oh, ça alors, il a réussi à me faire un calcul de la suite de Fibonacci en une minute. Bah, vous savez, nous et vous et moi, on est capable de le faire très rapidement aussi, hein. Donc, mais on est bluffé par ça. On n'en revient pas d'abord, qu'il ait compris notre prompt, déjà, et puis qu'il ait généré le code. Alors, des fois, il y a des confusions. Je vais vous montrer des exemples donc bien précis. Alors, en général, quand on fait by coding, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va donc, pour générer une application, hein, qu'est-ce qu'on va devoir faire? D'abord, devoir décrire l'application. On va décrire l'intégralité de l'application, donc, et à partir du prompt initial. Et je le répète, ce n'est pas quelque chose de facile, hein. Alors, il ne faut pas être un littéraire pour autant, mais je crois que quelqu'un qui a quand même un cerveau bien structuré sera plus à l'aise pour écrire un prompt, et je pense particulièrement aux musiciens. C'est pas étonnant, hein, c'est comme ça, parce qu'ils ont une mécanique dans la tête qui est souvent très réutilisable dans le monde du codage et donc maintenant dans l'écriture des prompts du Vibe coding. L'application, enfin l'algorithme, à partir de votre prompt, il dit bon, très bien, je génère l'application. Il génère une application. Alors ça, c'est très variable, hein. Vous pouvez avoir simplement un petit module et puis vous avez des outils qui vous génèrent tout, hein. C'est-à-dire le code, le montage de la base de données, l'interface utilisateur, hein, UI comme ici, hein, la structure du fichier, etc. Il vous fait tout. Alors mais là, on est bon. Les résultats, vous me pardonnerez hein, ce que je dis là, mais je n'arrive pas à être bluffé là, parce que ce que je vois, je trouve que c'est souvent pas bon. Maintenant, ça deviendra très bon, mais nous sommes aujourd'hui en 2026. Donc, évidemment, il faut faire avec ce que l'on a. Et comme le vibe coding et les prompts n'ont que même pour à peine un an d'existence, faut pas non plus lui demander donc l'impossible. Ça viendra, bien entendu, c'est certain. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore, on va dire, admirable. Et ensuite, on a un fonctionnement itératif. C'est-à-dire que moi, l'être humain, eh bien, je vais tester l'application, hein, je regardais ce que ça donne, mais tout, hein, l'interface homme-machine, la logique éventuellement de back-end, tout ce qui existe, hein, la structure des fichiers, donc, etc. Je vais tout tester, et puis comme ça ne me plaira pas, je vais demander des corrections, et je modifie mon prompt. Vous voyez? Alors, en espérant que, d'abord, il faut exprimer correctement donc, les modifications que l'on demande, et ensuite, il faut que l'outil va régénérer donc, une autre application. Bien, et une fois que l'application fonctionnera correctement, notre travail, nous, d'êtres humains, n'est pas terminé, parce que nous devons nous assurer d'un certain nombre d'aspects qui sont difficiles, pas toujours pris en compte au départ, qui sont les problèmes de sécurité et également de qualité de qualité donc du code. Et puis j'ajouterai un troisième élément. Est-ce que l'application a écrit, a généré, par l'application, l'outil, l'algorithme, a généré une application qui répond réellement au cahier des charges exprimé dans le prompt? Vous savez, il y a des outils, par exemple en Java, vous pouvez très bien déterminer à partir on va dire d'un modèle UML ou à partir d'une description de l'application, vous pouvez dire que mesurer, quantifier l'adéquation entre l'application qui aura été écrite par rapport à un cahier des charges. Ben là, c'est pareil. On peut très bien demander, hein, est-ce que ça correspond bien à tout ce que j'ai demandé. Et à la fin, l'application, elle doit être déployable très facilement par on dit un simple clip, mais ça c'est plutôt une image, hein, et normalement l'utilisateur, à condition de ne pas dépasser donc on va dire
un niveau, on va dire un niveau de complexité trop important, eh bien, normalement, il devrait pouvoir le déployer par lui-même. Enfin, c'est l'objectif, en tout cas, donc, de Vibe Coding. Bon, en fait, bon, pour l'avoir expérimenté, hein, quand même, hein, je pense que d'abord, le dialogue avec l'algorithme peut ne pas marcher. Hein, on ne se comprend pas bien, et je vais vous le montrer un peu plus loin. Et puis, ça peut s'avérer plus compliqué donc qu'en programmation pure. Alors, ce qui n'est pensable aujourd'hui, de se passer complètement, finalement, de faire abstraction donc complètement du code. Personnellement, je réponds non. Mais pour des petites applications, après tout, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Bon, j'ai pris ici un petit exemple que j'ai pour illustrer, hein. Vous avez quelqu'un qui demande donc à l'algorithme, fabrique-moi une application donc qui calcule ma taxe gouvernementale. Bon, l'autre il répond, voilà le code. Et ça se passe comme ça, hein. Je teste, ça marche pas, il y a un bug. Et lui il répond, ok, pas de problème, je corrige, voilà le nouveau code. Et alors je réponds, tiens, c'est marrant, j'ai plus rien à payer avec toi, donc c'est super. Ah oui, oui, non, non, l'algorithme, il dit non, c'est faux. Il y a une erreur dans l'algorithme, je corrige. Et à la fin, l'utilisateur dit, ah ben je ne paye plus rien. Et l'algorithme répond, non, il y a un problème parce que là, c'est probablement trop beau pour être vrai. C'est un dialogue. Le vibe coding, c'est on discute avec un algorithme. Moi, je m'exprime avec des prompts, et lui, il me répond en générant donc les images, générant le code au fur et à mesure donc de mes prompts. Alors c'est vrai que tout dépend de la qualité des prompts. Alors déjà, je fais la guerre à ceux qui veulent s'exprimer donc oralement. Moi je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que un prompt, c'est quelque chose qui s'écrit avec soin, avec une feuille de papier, pas à l'écran, une feuille de papier et un crayon. Voilà, un crayon ou un stylo. Bon. Si vous voulez le faire oralement, c'est faisable, hein. Les outils donc, qui font du vibe coding sont tout à fait à l'aise avec ce genre de choses. Mais je maintiens que très rares sont les personnes capables d'exprimer un prompt, c'est quand même de l'improvisation. Hein. Ou alors si je lis un texte écrit à la main, c'est pas la peine de le faire en oral. Et là, improviser un prompt sans faire d'erreur, c'est extrêmement difficile. Ouais. Alors j'ai mis ici une petite explication, donc avec un utilisateur qui donc discute avec un algorithme et il dit donc un prompt. L'application doit, pardon, je reprends. L'application est une suite de noms. Non, c'est pas une suite, c'est une liste. Allez, je recommence. L'application à coder est une liste de noms à trier. Et pourquoi préciser donc coder? C'est pas pour en faire des caramels que je sache. Je recommence. L'application est une liste de noms à trier. Et à ce moment-là, il dit, il n'y aurait pas quelqu'un qui aurait un verre d'eau quelque part. Ça ne sert à rien. Ça, c'est vraiment un artefact qui est simplement destiné à montrer donc ce sont des outils qui marchent bien, mais je pense que ce n'est pas c'est pas vraiment nécessaire, hein. Bon alors, tout dépendra de la qualité donc de ces prompts. Encore une fois, je vous recommande, je vous recommande de les écrire à la main sur une feuille de papier. Je maintiens, même si plein de gens me disent le contraire, je maintiens qu'il y a une relation qui est beaucoup plus naturelle entre une feuille de papier et un cerveau qu'entre un écran et un cerveau. Je ne sais pas l'expliquer, mais moi, je l'ai vu expérimentalement, c'est quand même ça, hein. Bon, alors que, vous voyez, donc, tout se place. Alors ici, j'ai représenté donc on va dire quelques remarques qu'il faut faire, hein, sur la manière donc d'écrire donc ces prompts. Et c'est vrai que tout passera par là. Si on n'a pas écrit les choses donc correctement, on n'y arrivera pas. Ou alors on sera déçu. On aura oublié des choses. Ouais, donc tout dépendra donc de la qualité des prompts. Bien, je vous recommande. Nous avions fait un webinaire que nous avions consacré, il y a un dossier qui est consacré dans le Marçon donc à ce sujet-là, sur les bonnes pratiques et les recommandations donc à suivre pour écrire un prompt. Bon, donc tout dépendra de cette qualité. Alors je vais vous présenter quelques exemples maintenant. Alors, déjà,
Copilot, alors, vous savez que tous les outils actuellement, alors vous avez des outils neufs qui font du vibe coding parce que c'est leur métier, et puis vous avez des LLM tels que ChatGPT, tels que Claude et compagnie, qui ont été améliorés et qui permettent maintenant également de faire du vibe coding. Alors ici, je montrais donc la manière dont Copilot, j'avais presque parlé au passé, hein, fonctionnait donc avec des LLM. Hein, alors, ici, vous voyez, par exemple, on voyait un prompt de demander le nom d'un utilisateur et afficher bonjour. Ça ne nous amène pas très loin, ça. Hein. Et donc le code généré est derrière, vous voyez, c'est du Java, et on le met donc entre, ce sont la barre oblique astérisque et astérisque barre oblique, entre les deux, donc c'est un commentaire. Donc on s'en sert. Puis vous avez d'autres exemples ici, hein, générer 20 nombres aléatoires, etc. Bon. Ça existait déjà, donc on va parvenir là-dessus. Mais entre nous, enfin, j'ai pas l'impression que ça soit donc un succès colossal, hein, à mon avis. Hein. D'ailleurs, on peut souvent, on tape du code, on commence à taper des noms de fonctions ou des noms des caractères donc appartenant donc au langage, et souvent il vous propose donc de taper la suite. Donc, bon, c'est plus un outil d'assistance, alors que le vibe coding, c'est vraiment de la génération donc complète. Alors, je prends un exemple. Ici, de vibe coding. Alors, j'utilise un produit, il y en a beaucoup, mais en l'occurrence ici, j'ai utilisé un produit qui s'appelle Base 44. Alors, je ne le montre pas en direct, parce qu'en direct, ça se plante tout le temps, donc je préfère vous montrer donc ce qui est essentiel. Alors, je lui ai demandé, vous voyez, on le voit sur cette page, fabrique-moi une application web qui me demande mon nom et prénom, et qu'elle restitue au milieu de l'écran, précédé par Bonjour le Marson, le tout entouré par un rectangle de fleurs au choix. Tu as le choix de choisir ce que tu veux. Et en bas de l'écran, à droite, et en bas de l'écran à droite, l'application affiche la date au format jour, mois et année. Bon. C'est pas un langage de programmation, ça. Hein, c'est vraiment quelque chose de simple. On va dire, c'est un prompt classique. Alors regardez ce qui se passe. Voilà ce qu'il me répond. Il me dit, je vais créer une application élégante, très bien, qui vous demande votre nom et prénom et affiche un message de bienvenue personnalisé avec un cadre floral décoratif. Vous remarquerez d'ailleurs le côté plus bien élevé, hein, de l'algorithme. Alors, moi, je lui ai parlé d'une manière un peu brute de fonderie. Lui, il me répond quand même avec délicatesse, ce qui est tout à son honneur. Et il me donne un plan. Il me dit, voilà, je fais une page d'accueil avec un formulaire pour saisir le nom et le prénom. J'affiche le message « Bonjour le Marson » et puis je mets le prénom et le nom au centre donc de l'écran. Je mets les petites fleurs autour et en bas à droite, je mets donc la date au format européen. Bon. Et vous avez ici en haut à droite ce qu'il m'a proposé. Ça m'a pris 5 minutes, pas plus. Vous me direz, bon, on n'a pas besoin que de ce genre d'application. Vous voyez, c'est une application qui est minuscule, mais c'est vrai qu'elle marche bien. Alors, il me dit, du point de vue des designs, le style est épuré, il est élégant, avec donc des tons pastels floraux. Alors, vous voyez toutes sortes de fleurs ici autour, et il me dit, l'application est prête. Hein, elle vous demande votre prénom et non plus, et voilà, et le nom, et elle affiche Bonjour le Marson, suivi des informations qui sont au centre. Très bien. Alors, je peux apprécier. Je lui ai demandé une modification. Je lui ai dit, tu sais, parce que moi je me suis permis de le tutoyer, je trouve que tes fleurs, elles sont un peu ringards. Hein. J'aimerais bien avoir des roses. Elle m'a dit, mais pas de problème, je vais régénérer donc l'application, mais cette fois-ci on aura des roses, vous voyez, ici, donc remplacer donc les fleurs par des roses rouges. Entre nous, elles sont encore plus ringardes que les précédents, mais il me l'a fait. Donc je peux comme ça, par une discussion, mais une discussion, ce sont des textes, ce sont des prompts. Je lui dis, tu fais ceci, tu fais cela. Ah non, là je trouve que tu passes une ligne entre Bonjour le Marson et le nom-prénom.
Vous voyez? Et c'est une discussion comme ça. Alors, ça peut s'envisager, à mon sens, hein, simplement avec une application qui n'est pas trop ambitieuse, dont le périmètre n'est pas trop élevé, mais avec une application beaucoup plus compliquée, celle que nous pratiquons, vous et moi. Là, c'est plus pareil. C'est plus pareil, donc je suis moins convaincu. Je vous montre une autre application, cette fois-ci beaucoup plus complexe. Voilà le prompt que je lui ai demandé. Génère une application web qui me demande toujours un nom et un prénom, ainsi que le nom d'une ville. Alors c'est une application de tourisme. Euh, L'application devra me proposer 10 mots-clés pour chaque ville qu'elle enregistre avec les autres données. Et l'application doit proposer 5 noms de villes qu'elle considère comme proches. Et tout le problème va venir de proches. Parce que l'algorithme va interpréter proche à sa manière, alors que moi, je le présentais différemment. En plus, il dit, donc proche de celle qui est enregistrée, les pages seront sur fond jaune pâle et les caractères en Arial. Et je veux également un petit logo tourisme qui soit affiché en haut à droite de chacune des pages. Il me répond immédiatement, je vais créer une application élégante donc de collecte d'informations touristiques avec génération de mots-clés et suggestion de villes proches. Alors, il me donne un plan. Les fonctionnalités clés, c'est quoi? C'est le formulaire pour le nom et le prénom et puis la ville. La génération donc des 10 mots-clés pour la ville, via donc l'algorithme. Suggestion de villes proches, je vous dis, c'est là que va se situer le problème. Et puis la sauvegarde des données. Le design, il rappelle, hein, si vous voulez, il fait une espèce de... J'ai compris ton prompt et voilà ce que je te propose, l'architecture que je te propose. Fond pâle, il vous donne même l'expression donc hexadécimale de la couleur que j'ai demandé, la police en Arial, et puis le logo tourisme en haut à droite avec un design épuré donc et moderne. Il propose donc une structure, une entité pour stocker les données. Voilà, il propose tout. Alors il nous dit, je commence. Je commence à travailler. Et puis quelques instants après, il me dit, l'application est prête. Et il me rappelle donc, elle me permet donc de saisir le nom, le prénom, la ville. Elle me génère automatiquement 10 mots-clés. Voilà donc ce que l'on trouve ici, c'est sur la partie droite. Vous voyez, ça s'appelle découverte touristique. Effectivement, ça correspond assez bien à ce que j'ai demandé. Alors, vous voyez, vos informations, votre nom, prénom, et puis la ville qui vous intéresse. Alors, voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur découvrir et il va donc vous proposer 5 villes proches de la ville que vous demandez. Et c'est là où justement on ne va pas se comprendre. Et puis vous voyez qu'en haut à droite, il y a donc le logo. Hein, le logo. Alors, je précise bien une chose. Alors, ce qui est en jaune, c'est moi, en vert, c'est lui qui répond. Je lui dis, j'avais tapé Bordeaux. Et donc, Bordeaux, il m'a proposé des villes qui étaient autour de Bordeaux. Hein, et donc, des villes presque de la banlieue proche. Parce que pour lui, il avait interprété le mot proche comme étant proche géographiquement. Alors, c'était pas ça. Alors, je lui dis, t'as pas compris, hein? Les mots-clés doivent symboliser la ville en termes d'importance, d'histoire, etc. Ce ne sont pas les villes proches géographiquement. Il me répond. Je vais mettre à jour donc le prompt IA pour générer donc les mots-clés qui sont effectivement représentatifs de la ville, hein, en histoire, en importance, etc. Et je vais donc donner, me dit-il, des villes proches en termes de caractère, profil plutôt que géographiquement. Bon. Alors il me dit, les mots-clés maintenant représentent l'identité de la ville, patrimoine, culture, histoire, et les villes proposées seront donc similaires par le caractère et non plus par la proximité géographique. Vous voyez, c'est du ping-pong, on se renvoie donc la balle. Et alors, moi, ce que je vois, et vous voyez, donc, les 5 villes proposées seront donc des villes qui ont des caractéristiques proches, etc. Et donc, alors, il me dit, ben, les villes proposées maintenant, ce sont des villes comparables par leur taille en termes de pays. Et effectivement, j'ai posé la question en demandant la ville de Montréal. Vous voyez, donc toujours la même application de découverte touristique, la ville de Montréal avec mon nom et mon prénom. Et quand je demande, et je fais donc découvrir, eh bien, il me propose 5 villes similaires en termes de, vous voyez, la notion de proche
à Montréal, donc Toronto, Boston, Vancouver, Chicago, etc. C'est déjà beaucoup plus intelligent. Peut-être que ça ne me conviendra pas suffisamment, mais c'est quand même plus intelligent. Mais ça montre une chose, c'est que c'est sur l'interprétation d'un mot qui est le mot proche qu'on ne s'est pas compris. Alors imaginez maintenant une application très compliquée avec 20 000 lignes de programme, je vais dire des incompréhensions, on va dire, lexicales, il va y en avoir. Hein. Et au bout du compte, arriver à se mettre d'accord pour générer quelque chose qui sera véritablement satisfaisant, je suis certain qu'on va vraiment y gagner donc au champ. Ouais, donc ça se passe comme ça. Alors, j'ai utilisé donc un outil parmi d'autres. Hein. On a encore relativement peu de recul parce que je vous dis, ça ne remonte qu'à février 2025. Hein, vous voyez, donc on commence à avoir quelques idées sur un certain nombre de produits. Il y en a qui sont excellents a priori, et puis d'autres qui sont quand même relativement mauvais, il faut bien dire la vérité. Bon, voilà un exemple donc un peu plus complexe. Alors, quels sont les avantages et inconvénients donc du vibe coding? Alors, en théorie, gain de rapidité et de productivité. On peut passer donc de quelques jours à quelques heures, voire quelques minutes. L'application un peu plus compliquée que j'ai indiquée, tout s'est fait en 20 minutes. Alors évidemment, pour programmer la même chose en 20 minutes, là, je ne saurais pas faire. Hein. Mais parce que c'était une application quand même qui était relativement simple. Hein, vous voyez, mais c'est vrai qu'on peut imaginer donc de gagner du temps. Ça permet donc de faire du prototypage simple et très rapide. Hein, vous voyez, on peut tester une idée très rapidement. Et on peut penser que on va dire, toutes ces qualités mises bout à bout permettront d'avoir une créativité qui sera améliorée, incontestablement. Et je pense que même si je ne suis pas vraiment convaincu, mais on peut l'imaginer en tout cas, que Vibe Coding pourrait donc ouvrir, on va dire, le développement à des profils qui ne sont pas techniques. Je ne suis pas convaincu, moi, mais bon, pourquoi pas. Hein. Et puis il y a un côté un peu ludique et exploratoire, on va dire, dans l'approche. Hein. Vous voyez, on construit une application par à coup, et on y arrive, et puis c'est amusant. Vous voyez, enfin, à condition qu'elle ne soit pas trop importante quand même. Hein. C'est effectivement une nouvelle manière donc de coder, et ça peut devenir quelque part une espèce d'outil d'apprentissage, pourquoi pas. Hein. Et d'ailleurs, je pense qu'une recommandation à faire, c'est qu'il faut absolument que les ressources humaines suivent un peu ce qui se passe. Sauf que, alors c'est là où je déverse ma bile, l'intelligence artificielle et les algorithmes et le vibe coding donnent l'illusion que tout est facile et maîtrisé. Mais c'est pas vrai. Alors, les nouveaux codeurs tombent dans ce qu'on appelle le biais de la surconfiance. Hein. Ça pousse un individu, on va dire, à surestimer ses compétences, surtout quand il ne comprend pas ou qu'il ne voit pas la complexité donc sous-jacente des tâches et du code donc qui est généré. Et avec les algorithmes, l'effet on va dire, de surconfiance est démultiplié. Le débutant obtient donc très rapidement donc un résultat, il se dit, bah ça y est, je suis un développeur. Et il passe un coup de téléphone à ses copains au développement. Les gars, maintenant, vous pouvez partir en retraite, je suis autonome. Sauf que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Il conclut, à mon sens, un peu trop vite qu'il sait coder. C'est l'illusion de compétence donc des débutants. Alors, les victimes du biais, on va dire, de surconfiance, hein, ce sont souvent des débutants sans formation structurée. Vous voyez, donc ceux qui veulent brûler les étapes hein, et se lancer directement dans des projets générés par l'IA. Ils sont convaincus qu'après quelques tutos qu'ils vont trouver en ligne, hein, tutoriaux, hein, ça y est, hein, ils gèrent. Hein, voilà. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. Mais donc, on y reviendra un peu plus. Donc, avantages donc, et inconvénients. Quelques outils, vous savez, comme c'est toujours la tradition dans mes webinaires, donc je vous donne un certain nombre d'outils qui existent. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que la quasi-totalité maintenant des grands modèles de langage, à commencer par les Claude et ChatGPT, sont maintenant dotés d'un module qui permet de le faire. Oui. Alors, il y en a certains qu'on aimera plus que d'autres. Hein. Vous avez Amazon Q maintenant qui fait ça. Vous avez Bolt, vous avez Windsurf, donc vous avez Lovable qui est assez connu et qui marche bien. Vous avez Replit qui est un outil que là encore a une bonne réputation. Vous avez donc Vercel, vous avez et puis Base 44 hein, qui est là à mon avis l'un des IDE parce qu'après tout les prompts ce sont quand même des plateformes de développement, même si ce sont des plateformes assez simplifiées, interaction qui est assez simple, hein,
Je vous ai montré quelques exemples. Vous avez à peu près une dizaine de produits aujourd'hui qui permettraient au moins de se faire une opinion du sujet, sans forcément entrer trop dans le détail. Alors, quelles sont les réactions? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire sur les réactions, on peut être pour et peut être contre, comme je l'ai montré sur cette illustration, mais ça n'exclut pas quand même une confrontation, on va dire, apaisée des idées dans un climat de respect mutuel. On n'est pas obligé de s'insulter. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va devoir s'insulter. Mais je vois des choses absolument mais catastrophiques hein, sur le net, des insultes gratuites sous prétexte que vous aimez la programmation comme ceci, que vous aimez Scrum. Non, c'est complètement idiot. Hein. Alors, les vrais programmeurs, les vrais, ceux qui ont de la bouteille, comme on dit, ils sont pas convaincus. Hein. Et ils sont outrés, en tout cas, d'imaginer qu'on puisse programmer sans compétences. Moi, je pense qu'on peut le faire à condition de ne pas dépasser un certain seuil. Alors souvent, ces programmeurs vous mettent en avant les trous qu'il y a en matière de sécurité et de qualité du code, ça c'est vrai. Hein. Alors, les utilisateurs, hein, globalement, ils pensent, c'est vrai que le vibe coding est inéluctable sur le long terme parce que les algorithmes vont évidemment faire des progrès, hein, comme tout le monde, hein, ils vont faire donc des progrès, mais pour l'instant, on n'est pas encore tout à fait dans le même on va dire, dans la même réussite, on va dire, on est un petit peu l'objet, on va dire, l'objet donc des fournisseurs. Alors, à terme, avec une bonne maîtrise du prompt, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais attendez, après tout, chers amis, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de la modélisation avec UML ou avec d'autres outils? Après tout, c'était pas plus compliqué. Peut-être UML, c'est un peu plus compliqué pour certains diagrammes, mais on aurait très bien pu faire ça. Ça montre bien que c'est pas très, on n'est pas très à l'aise avec ça. On est à l'aise dans le codage, le point-virgule. Vous voyez, mais par contre, dès qu'il s'agit de réfléchir, parce que quand on fait des prompts, là, on va devoir réfléchir, je pense qu'on est quand même moins à l'aise. On est en tout cas pas encore on va dire, un état d'usage du vibe coding qui soit incontestable. Hein. Et voilà, il ne faut pas non plus confondre le vibe coding avec les assistants donc d'IA qui existent déjà depuis longtemps et qu'on utilise. Hein. Je connais plein de gens donc qui l'utilisent. Alors, dans la phase actuelle, je crois que les outils de génération de code ne sont pas exempts de défauts, beaucoup de difficultés pour des applications complexes, je l'ai dit plusieurs fois. Le code produit, le code qui est généré, il est souvent standardisé et répété, mais qui peut dégrader la qualité d'ensemble. Si vous voulez, c'est l'usage du coupé-collé, hein, en gros, qui va augmenter finalement la dette technique. On s'aperçoit que les applications qui ont été écrites avec du vibe coding, mais même déjà avant avec de l'assistance directe à partir d'algorithmes IA, eh bien, augmentent la dette technique. Vous savez, ces problèmes qu'on traîne avec nous pendant le développement de l'application, mais également après l'application. Bon, alors la génération, on constate qu'elle est très inégale selon donc les langages. Hein. Elle dépendra bien entendu de la phase d'apprentissage, mais là on n'a pas accès. Ce sont les fournisseurs qui l'ont fait. Et puis bon, il y a des apprentissages qui ont été mal fichus et donc on récupère donc du code qui est mal fagoté donc en génération. Plus on va dire le langage cible donc est populaire, plus dans les dépôts en tout cas, plus ça marchera. C'est vrai que vouloir faire une génération de code à partir d'un langage qu'il n'y a que 3 personnes au monde qui le pratiquent, ça ne me paraît pas une chose à recommander. Par contre, sur des dépôts qui sont ultra connus, tels que Python, PHP et autres Java, là, il n'y a pas de souci. Bon. Bon, voilà, donc en plus, il y a quelques LLM hein, qui sont victimes d'hallucinations. Ils produisent du code volontairement faux. Vous voyez? Parce que tout est possible à partir de là. Vous avez des outils dont l'origine on ne sait pas trop, ou qui utilisent des API et des produits qui ont une origine douteuse. Et donc ça peut effectivement de donner des résultats qui sont donc quand même un peu contestables. Bon, voilà. Alors, pronostic pour terminer.
Moi, je pense que il faut se rappeler donc comment ont fonctionné donc comment a fonctionné la génération d'illustrations. Je pense que le codage va suivre la tendance, sauf que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais j'insiste là-dessus. Il y a un monde entre générer un module Python qui affiche une chaîne de caractères avec une véritable application. C'est pas la même chose. Parmi les outils proposés, je trouve que très peu ont un périmètre crédible pour les professionnels. Ils sont assez faciles donc à descendre. Hein. Et je crois qu'après une période euphorique qui va durer 3 ou 4 ans, hein, viendra le temps de l'hiver, comme on dit en intelligence artificielle, et du retour au codage pur et dur hein, pendant un temps. Après, dans le futur, les algorithmes seront plus performants. Mais pour l'instant, à mon avis, il y aura une période euphorique et ensuite on aura un hiver qui va se produire. Et tout dépendra bien entendu des applications selon qu'elles seront jetables ou non. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que générer une application sans se préoccuper du code, simplement en regardant ce qu'elle fait, ça me paraît pas très sain. Bon, vous voyez. Alors, je vous ai mis ici donc finalement les quatre manières, les quatre contextes de génération du code par le vibe coding. Hein. Alors, vous avez l'assistance au codage. Le vibe coding utilisé simplement pour faire de l'assistance. Euh, Aujourd'hui, c'est à peu près 60% donc des usages. Ça va tomber à peu près à 50%, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Entre 2025 et 2030, on est quand même sur du court terme. Ensuite, on a l'écriture d'applications, indifféremment donc du code. Pour l'instant, c'est 10%. Je pense que ça va monter à 25%. Pourquoi? Parce que c'est tentant. C'est pas une approche d'informaticien, ça. C'est tentant. Je vais me développer mon application sans demander l'assistance à ces abrutis du TI qui ne veulent jamais m'aider. Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Bon, ça, on va dire, ça va monter. L'assistance à l'architecture, c'est souvent des suggestions d'architecture. Eh bien, on pourrait passer, disons, on va dire de 5% à peu près à 10%. Mais encore relativement peu convaincu parce que ça, c'est de l'assistance pour les informaticiens. Et puis l'écriture de petits modules, je pense que ça va diminuer. D'abord, parce qu'on a déjà des outils. Il y a plein d'algorithmes d'intelligence artificielle qui font ça. Donc, est-ce qu'on va se servir véritablement du vibe coding pour ça? Pas très convaincu. Donc voilà ce que je voulais vous dire, donc, chers amis, hein, je suis intéressé, bien entendu, par ça, et je témoigne que ça existe, mais je pense qu'il faut faire attention quand même, on va dire, à l'euphorie qui est en train de gagner un peu tout le monde. Je trouve il faut faire extrêmement attention. Il faut mettre dans la boucle les gens des ressources humaines, parce que si on se lance là-dedans, il faut se préparer. Et il faut envisager l'avenir. Les équipes informatiques de développement ne seront plus les mêmes. Bon, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez ici donc les prochains webinaires que je vais animer. Donc vendredi prochain, ça sera donc l'état de l'art en matière de vision donc par ordinateur. C'est un sujet quand même qui est assez étonnant. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, je vais être très franc. Hein. Je trouve ça très amusant, moi, de générer des applications avec des outils de vibe coding. On voit bien les défauts. Hein, dans l'écriture donc du prompt, la manière de réagir, la manière de mener, on va dire, un entretien avec l'algorithme. Parce qu'au fond, c'est ça, c'est un entretien avec un algorithme. Hein. Alors, c'est un côté un peu fascinant, parce qu'on va vers ça, c'est certain, mais pas pour maintenant. Hein, ça sera peut-être dans 10 ans, 20 ans, on verra. Mais pour l'instant, à mon avis, on n'est pas encore dans cette situation-là. Voilà donc ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a intéressé. Et en tout cas, je vous remercie infiniment pour vos commentaires que vous m'envoyez et puis pour votre attention donc d'aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver vendredi prochain pour parler d'un sujet passionnant, la vision des ordinateurs. Quelque chose d'incroyable. À bientôt, donc à vendredi prochain. Et merci encore.